Merci, on se retrouve, chers membres de la communauté, on se retrouve pour analyser les questions d'actualité aujourd'hui. Ce jour de mercredi, nous vous informons brutalement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est allé passer quelque temps en Belgique pour des raisons de santé, est déjà de retour. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que nous organisons ce numéro. Nous vous disons en tout cas merci. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Merci, on est toujours plus nombreux pour analyser les questions d'actualité. N'allez jamais ailleurs. Ailleurs, il n'y a rien, restez chez vous. C'est ici, en tout cas, l'objectivité. Le matin, à midi, soir, en tout cas, c'est ici. Merci. Et d'ici quelques jours, nous allons vous proposer d'ailleurs 2 autres numéros d'information à Lingala, des émissions alors à Lingala. Je crois que c'est une femme qui aura son temps de pouvoir vous entretenir en l'une de nos langues nationales au Lingala ici. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. On se retrouve une fois de plus pour analyser les questions d'actualité. C'est ici. La première question, nous allons l'aborder, c'est un rapport avec le retour, sinon la question des réfugiés, des fameux réfugiés à l'Est. Mais avant qu'on aborde la question, nous devons respecter notre coutume, lire alors la Constitution. Aujourd'hui, nous choisissons le titre 7 de la révision constitutionnelle. L'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres du Parlement. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de la révision. Nous prenons aussi l'article 109. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état de siège, l'état d'urgence, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Ici, il s'agit uniquement de la révision de la Constitution. Les limites sont indiquées. Mais ici, on n'a pas indiqué les limites du changement de la Constitution. C'est un débat. Et donc, pour réviser la Constitution, il y a des conditions, il y a des temps. Mais pour changer la Constitution, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps. Mais pour les Congolais à ce stade, face à cette Constitution, de mon point de vue, il faut plutôt réfléchir au changement. C'est contrairement à ce que pense le chef de l'État, parce que pour le chef de l'État, non, les dispositions intangibles ne peuvent pas être touchées. Et alors que, pour toucher à cette disposition, il faut changer la Constitution. Il évoque certains articles en tout ceci par rapport au mandat, mais pour le reste, il faut adapter la Constitution aux réalités de notre pays. Là, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, intervenant de la Belgique. En tout cas, merci. Alors, la première question d'analyse, c'est un rapport avec plusieurs familles rwandaises aujourd'hui, que le Rwanda déverse sur le sol congolais, dans la partie jusqu'ici occupée par le M23. Et donc, en date du 17 juin 2024, le Rwanda a déversé au moins 200 familles. En date du 5 août 2024, plusieurs autres réfugiés sont venus du Rwanda sur le sol congolais. Et je crois que vous allez vous en souvenir. Au propos de Paul Kagame, intervenant sur France 24 dernièrement, il disait « Il héberge au moins 100 000 réfugiés congolais Tutsi et qu'il voudrait se décharger. Et en Ouganda, c'est x4. » Ça, c'est ce que Paul Kagame avait dit. Voilà, la question commence maintenant à se matérialiser
Et voilà pourquoi il faudrait que de notre côté, nous puissions aussi ouvrir l'œil et le bon, même si nous n'avons pas de capacité d'aller, en tout cas, imposer notre loi dans cette partie jusqu'ici occupée par le M23. La deuxième question que nous allons analyser, c'est l'interview du chef de l'État à partir de Bruxelles. Aujourd'hui, il est en République démocratique du Congo. Dans son pays, il est déjà rentré. Il a abordé quelques questions. Il a parlé de cette question de la Constitution, comme nous venions de parler. Il a parlé de sa détermination à ouvrir le placard où il estime qu'il y a beaucoup de cadavres. Cela pour démontrer à la face du monde comment ce pays a été pillé, volé avant son avènement au pouvoir. On parlera également de sa lecture sur les opposants, sur les autres politiques, où il estime de son point de vue qu'avec Kabila, en tout cas ça n'ira pas parce que lui prépare l'insurrection. Et il a dit clairement que c'est lui qui est le parrain, sinon le géniteur de AFC de Corneille Nangaa. À partir d'aujourd'hui, peut-être on peut dire AFC de Joseph Kabila. Voilà, ça c'est ce que le chef de l'État a dit. Et du côté du camp Kabila, ça n'a pas traîné. C'est l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, Néhémie Moulania, qui a tweeté, il dit la stratégie de bouc émissaire ne convainc plus. Des accusations, selon lui, sans preuve. Et donc, Joseph Kabila a laissé un pays plutôt intact. Et aujourd'hui, les conditions deviennent difficiles. À ce moment-là, la responsabilité, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est à vous qui gérez le pays aujourd'hui. Il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté à l'unanimité une résolution autorisant à la MONUSCO, en tout cas, de fournir sa logistique à la mission de la communauté de développement de l'Afrique centrale en République démocratique du Congo, SAMIDERC en sigle. Et en fait, quand nous parlerons de la suspension du secrétaire général du numérique par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, on lui reproche de manquements graves et affectation des primes vers des personnes non concernées et non revêtues de la qualité. Et voilà, c'est autour de ça que nous analysons. La première question, n'allez jamais ailleurs, restez ici votre communauté. Plusieurs familles rwandaises, comprenant bien entendu les femmes et les enfants, sont signalés dans le territoire de Massissi. Et c'est arrivé via des camions de marque Fisso. On vit ces familles se déverser dans plusieurs villages tels que Kichanga, Burungu, Kilolirwe, dans le Bachali, Mukoto, et Bachali, Kaembe. D'autres se sont dirigés vers l'axe Bouiza, dans le Rutshuru, au cœur du parc national de Virunga, actuellement sous le contrôle du M23. Donc, d'un côté, nombreux sont allés à Rutshuru et d'autres à Massissi. Ces parties sont contrôlées par le M23. Et voilà, le Rwanda aujourd'hui organise des convois de véhicules pleins de soi-disant Congolais alors qu'ils sont Rwandais, et les déversent dans cette partie du pays. Pendant que les vrais Congolais ont quitté maintenant leurs terres du fait des guerres en répétition, les gens en ont marre et ont fui maintenant leurs terres. En fuyant leurs terres, les Rwandais viennent maintenant occuper leurs terres. Et c'est cela la politique de déportation. Et la conséquence par après, c'est que si demain après-demain, la guerre prend fin, les autochtones, lorsqu'ils vont chercher à revenir, ils vont trouver leurs terres déjà occupées par les autres. Et la conséquence, il faut imaginer, c'est que probablement, il y aura des affrontements. Ça, c'est la politique rwandaise. Et cette politique, vous l'avez suivie. J'ai eu l'impression comme si les gens ont beaucoup négligé le point de vue de Paul Kagame. À ce temps-là, s'il est passé à l'antenne, c'est déjà pour annoncer ce qui arrive maintenant. Il avait dit qu'au Rwanda,
lui, comme président, héberge au moins 100 000 Congolais Tutsis qui se sont réfugiés chez lui. Et alors, il faut tout faire pour me décharger de ce fardeau. Ça veut dire les faire ramener en République démocratique du Congo. Ils ont fui parce qu'on les menace. Ils risqueraient maintenant d'être massacrés par les Hutus en RDC de la même manière que par les Bantous en RDC de la même manière que les Hutus ont massacré les Tutsis ici au Rwanda. C'est de cette façon qu'il a fait comprendre au monde pour qu'il soit appuyé. Voilà quelques temps après. D'abord, ils ont officialisé leur présence, les Rwandais, leur présence militaire en RDC. Et cette fois-ci, c'est le déploiement maintenant de ceux qu'ils avaient prétextés comme réfugiés congolais au Rwanda. Et ils viennent maintenant au sol congolais. Mais la curiosité avec nous, c'est qu'à partir de Kinshasa, nous affichons un spectacle terrible des gens discrets. Si ce n'est pas par la musique, par de positionnement, et sinon par des conflits bêtes. Et pourtant, le pays est en train de partir. Chaque jour, nous le disons ici, depuis qu'on a cessé le fait. Le M23, l'AFC ne savent qu'occuper un petit village, un petit village, un petit village. Et nous, parce que nous sommes bons enfants, nous continuons à observer. Non seulement que nous observons, mais voilà des informations s'ajoutent telles que il y a des camions et des camions en termes de convois qui quittent le Rwanda avec des femmes et enfants, des civils, qui viennent maintenant s'installer sur le sol congolais, dans la partie des territoires Rutshuru et Masisi. Mais c'est très grave de notre point de vue. Je pense que nous devrions maintenant, comme moi je le fais, et je le fais chaque jour d'ailleurs, être à mesure de les dénoncer. Le malheur avec nous, c'est que vous pouvez ouvrir nos télévisions. Je suis désolé, c'est difficile de voir des informations, des émissions consacrées uniquement en cette question de la guerre dans la partie est de notre pays. On est dans autre chose. On est dans autre chose. On est trop distrait par des églises. Nous sommes trop distraits par la musique. Nous sommes dans le superfétatoire. Nous sommes souvent dans les inutiles. Des choses essentielles, nous ne sommes pas là-bas. Ça, c'est l'image du pays que nous affichons aujourd'hui. Hier, je vous avais dit, moi, Pascal, ici, j'appuie le combat plutôt des combattants de l'Europe à l'époque, qui exigeaient à tout point de vue qu'on soit concentré, qu'on laisse nos histoires de musique ici, ça nous distrait inutilement. Et voilà, aujourd'hui, ils ont raison. Même si, dans la manière de faire, vous pouvez différencier avec nous autres, mais dans la manière de penser, je crois que c'est le son qui parle pour qu'on voit notre pays être dans les conditions telles que nos aïeux nous ont léguées depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Voilà la question à ce stade. C'est le déploiement massif des familles rwandaises, femmes et enfants, et ils sont dispersés dans plusieurs villages de nos deux territoires, Rutshuru et Masisi. Et là, ils vont s'en approprier maintenant de ces terres. Ils vont chasser maintenant les autochtones. Le Rwanda est en train de réussir sa mission. Le Rwanda est en train d'atteindre son objectif. L'objectif poursuivi depuis tous ces temps, c'est gagner cet espace-là. Et voilà l'une des stratégies. On a tenté par d'autres, ainsi de suite. D'autres stratégies ayant échoué, et maintenant ils ont compris qu'il faut passer par ceci, et pour qu'ils réfléchissent à long terme. Nous sommes toujours dans le présent. Ils naviguent à temps. Ils savent qu'à tel moment, lorsque nous allons poser tel acte, on va atteindre l'objectif. Et nous sommes distraits. On est ici. Et quand vous regardez, vous relisez les différents textes que Pascal évoque pratiquement chaque jour, que ce soit l'accord que nous avons signé avec le CNDP le 23 mars 2009, vous allez lire une disposition qui indique ce qui se fait aujourd'hui. Vous pouvez lire l'accord cadre d'Addis Abeba que nous avons signé, je pense, le 24 février 2013. Quand vous lisez les dispositions, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous lisez le draft de l'accord qui a été prévu, signé le 11 novembre 2013 à Kampala,
vous allez vous rendre compte que ces dispositions reviennent. Quand vous lisez attentivement les 3 déclarations faites à Nairobi le 12 décembre 2013 devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vous allez vous rendre compte ce qui se passe aujourd'hui, le déploiement maintenant des Rwandais sur le sol congolais était pratiquement évoqué. La création de cet espace comme zone commerciale, le retour de réfugiés congolais qui seraient au Rwanda, c'était ça clairement. Le retour des réfugiés congolais. Nous y sommes. Mais maintenant, ils y rentrent sans la volonté, sans qu'on ait vérifié qui est réellement congolais, qui ne l'est pas. Et on sait qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, il est difficile d'identifier tel est congolais, tel n'est pas. Du fait que nous n'avons pas des identités. Nous n'avons pas les documents identitaires. C'est ce que nous sommes. Des gens sans repère à ce jour. Hélas. Et voilà, une opération de l'identification commence, au lieu d'encourager, au lieu de faire tout pour qu'on réussisse cette opération. Et voilà, nous sommes encore dans la distraction, le temps passe. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Héraclite d'Éphèse. Merci. La deuxième question, c'est l'intervention du chef de l'État qui était malade. Nous avions suivi, il y a eu beaucoup de spéculations aussi. Il est gravement malade, il ne reviendra pas. Bon, son séjour, c'est à compter. Et voilà, il a exagéré, il a fait ceci, ainsi de suite. Et pourtant, c'est un humain, c'est normal qu'on tombe malade un jour, qu'on soit aussi en bonne santé un autre jour. Ainsi la vie. On ne peut pas être toujours en bonne santé jusqu'à la fin. Et c'est difficile aussi d'être toujours en mauvaise santé jusqu'à la fin. Un jour on est malade, un jour on est en bonne santé. C'est comme ça la vie en fait. Il a abordé quelques questions, mais nous allons résumer. Je crois 3 ou 4 selon nous. La première, c'est en rapport avec la Constitution. Le chef de l'État a dit... Écoutez, moi je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser un mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. Dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat, mais chez nous, on prend un mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre un mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Moi, je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça, c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite, à mon avis, et précipitamment, et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire, qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. Attention, je tiens à l'unité de la nation. J'en suis garant. Oui, je suis d'accord, je reviens à ce que j'avais dit la fois passée, pour que on revise la Constitution. Lui a parlé de la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines dispositions qui sont intangibles, entre autres les mandats. Il a dit clairement qu'il n'a pas envie de bénéficier de ces mandats-là. Non.
Lui, c'est la révision de la Constitution pour adapter la Constitution à nos réalités. Il a évoqué certaines réalités. Il a parlé du retard que nous prenons après les élections pour installer les institutions, ainsi de suite. Il a évoqué certaines réalités par rapport à la collaboration entre le Parlement et la présidence, ainsi de suite. Il a raison. Il y a des cas, quand vous êtes dans notre Constitution, il est difficile de rendre souple la gestion de l'État. De ce point de vue, je suis très d'accord. Mais nous avons lu ici l'article 209 qui donne des temps. Lorsque nous sommes en temps de guerre, en temps de siège, en état de siège, ou en état plutôt d'urgence, on ne peut pas, cette fois-là, organiser la révision constitutionnelle. Et donc, nous sommes aujourd'hui en état de siège, donc il faut lever cela. Nous sommes en guerre pratiquement avec le Rwanda. Et donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour qu'on revise la constitution. Mais pour le changement, c'est comme ça que je dis, j'ai cherché ici dans la Constitution, on ne m'a pas dit les temps qu'on peut changer la Constitution. Parce que pour changer la Constitution, il faut organiser un référendum. Vous allez encore auprès de la population avec un questionnaire. La population répond si elle est d'accord pour le changement de la Constitution. Et à ce moment-là, on peut reviser. Mais je ne vois pas ici des dispositions interdisant la révision de le changement de la Constitution. Je crois qu'il faut plutôt pousser au changement de la Constitution qu'à la révision de la Constitution. Parce qu'ici, moi, je ne vois pas des interdits sur le changement de la Constitution. Et voilà. Donc, cette question de la Constitution pour le chef de l'État, il ne va pas toucher aux dispositions intangibles. Le chef de l'État nous fait comprendre en même temps sa détermination à pouvoir ouvrir le placard et sortir beaucoup de cadavres que lui estime. Donc, il y en a beaucoup. Et avec le souci de montrer à la face du monde comment ce pays a été pillé, en tout cas trahi et volé. Mais les concepts sont à analyser. Le pays a été trahi. Ça veut dire qu'il y a des traîtres qui sont dans son placard là. Mais il faut ouvrir. Qui sont ces traîtres? Il faut citer leurs noms. Ouvrez le placard, Monsieur le Président de la République. Surtout sur le plan de la traîtrise ici. Vous avez dit le pays a été trahi. Bien entendu, alors, par ses fils. Qui sont ces fils qui ont trahi le pays? Dans le placard, les noms sont là. Qui sont ces fils du pays qui ont pillé le pays? Citez les noms, nous avons besoin. Allez-y, Monsieur le Président. Qui ces fils du pays qui ont pillé le pays? Leurs noms et leurs figures, où se retrouvent dans le placard. Il faut ouvrir le placard. D'autres l'ont volé. Et c'est pire. Et voilà. Même si le chef à son temps, il avait dit, il ne va pas recourir au passé et tout ça. Non. Moi, je pense que ça a été une stratégie d'une époque et tout ça. Mais il faut le faire. Les Congolais allaient être satisfaits, allaient être d'accord si au début, Monsieur le Président de la République, quand vous preniez vos fonctions, nonobstant, bien entendu, les craintes parce que vous n'aviez pas la maîtrise des services de sécurité, de l'armée, ainsi de suite, vous pouvez aussi craindre à votre vie, ça c'est évident. Mais ça aurait été mieux si cette opération avait eu lieu depuis longtemps, de pouvoir identifier qui avait trahi le pays, qui avait pillé le pays, qui avait volé le pays depuis longtemps. Aujourd'hui, on aurait un autre regard sur votre régime. Mais malheureusement, ça a pris trop du temps. Si vous saurez vous rattraper aujourd'hui, je crois que ce sera une grande satisfaction pour les Congolais. Et le président a abordé également la question des hommes politiques. Il a parlé de Martin Fayulu, qui doute sur les différentes élections, les résultats des différentes élections. Il a parlé de Moïse Katumbi, qui change de position alors qu'à un moment, il fallait qu'on collabore pour avancer. Et finalement, il a très bien parlé de Mozito. Mozito, il a félicité Mozito, il a félicité Dr Mukwege. Il dit qu'ils sont des gens très rationnels, les compatriotes à encourager, parce que dans les réflexions, ils ne voient que le pays, et ça, c'est très important. Mais lorsqu'il évoque le cas Joseph Kabila, il dit... Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui.
il est dans la préparation insurrectionnelle. Et d'ailleurs, c'est lui le parrain de AFC, de Corneille Nangaa, c'est lui le géniteur. Donc, nous disons aujourd'hui, l'AFC de Joseph Kabila. Je vois, quand vous regardez, vous suivez les réactions des gens, tout le monde va dans tous les sens. Mais aussi, s'il vous plaît, quand vous faites la discursivité, vous faites une observation sociétale. Vous observez la réaction des acteurs politiques membres de FCC, qui y sont jusqu'aujourd'hui. Face à cette question de la guerre, plus particulièrement à cette alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, personne ne s'est condamné. Et aussi, ceux qui rejoignent Corneille Nangaa ne proviennent que de cette famille politique. Il est difficile de comprendre une condamnation claire de la part de cette famille politique. Et c'est là où, lorsque vous analysez froidement les faits, le chef de l'État risque d'avoir raison. Mais aussi, il faut reconnaître, le chef de l'État, c'est le citoyen le plus informé dans un État, dans un pays. Il a avec lui tous les services. Et d'ailleurs, j'ai fait cet exercice une fois quand nous étions au ministère de l'Intérieur. Mais comment vous allez dormir si vous n'avez pas les informations de chaque REDOC à travers les provinces? Comment vous allez dormir si vous n'avez pas les informations sécuritaires de chaque inspecteur de la police dans chaque province? Comment vous allez dormir si vous n'avez pas les informations de chaque gouverneur dans chaque province? Le soir, comme le matin avant de vous réveiller. Et vous avez ça, l'état de la nation. On appelle ça état de la nation. Chaque jour. Et donc, le président, c'est la personne la plus informée et la mieux informée. Sûrement qu'il a toutes les informations, tous les contours des infos de cette question. Et voilà, il a annoncé cela. De notre côté, nous ne pouvons que observer et accepter parce qu'il n'y a pas moyen de douter, parce que le chef n'avancerait pas un tel argument sans avoir tous les contours. Alors, nous disons, c'est déplorable. On ne peut pas prétendre avoir dirigé le pays et créer finalement, je ne veux pas parler des rébellions, mais des agressions contre le même pays. Et là, c'est très grave. Je dis bien très, très grave. Très grave alors. Et voilà, parce que la question est grave, très grave, c'est l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, Néhémie Moulagne, qui va réagir. Et lui dit, la stratégie de bouc émissaire ne convainc plus. Des accusations sans preuve. Joseph Kabila Kabange a fait ses preuves et légué un pays viable. Aujourd'hui, le Congo se meurt et son peuple est sans avenir. Le vrai visage du pouvoir actuel, c'est la corruption. Kabila n'est plus au pouvoir, il faut cesser de citer son nom en vain. Néhémie Moulagne. Le vrai visage plutôt du pays, c'est la corruption. Effectivement, tout le monde chante aujourd'hui la corruption, c'est comme ça que je dis souvent. J'ai dit, je crois même hier, mais c'est pas bonne manière. Oui, c'est vrai parce que peut-être hier, on ne savait pas pousser le bouchon jusqu'au fou, mais nous avions les dénonciations du professeur Luzolo à l'époque. Mais des dénonciations, des détournements qui n'ont jamais été pris en compte. Ça ne veut pas dire que les détournements commencent aujourd'hui. Les détournements, toujours il y est. Mais aujourd'hui, on expose les fameux détourneurs. Mais hier, on ne les exposait pas. Néhémie, c'est comme ça qu'il faut lire la question, chers frères. Vous n'allez pas nous dire que vous, pas vous, beaucoup qui étaient avec vous hier n'ont pas détourné. Beaucoup ont détourné l'argent. Mais on ne les a jamais exposés. Peut-être ça votre spécificité, votre particularité. Mais aujourd'hui, on les expose. Peut-être aussi, ce n'est pas une bonne pratique. Peut-être qu'on le dise ainsi. Parce qu'hier, je condamnais l'IGF qui ne sait pas soigner l'image du pays. Effectivement, c'est important de combattre la corruption, mais en même temps, il faut réfléchir sur comment protéger l'image du pays. Et cela, l'IGF ne fait pas cet exercice, ne fournit pas cet effort. Il y a des questions qui devraient
en tout cas, trouver solution dans le cadre interinstitutionnel. Mais ici, par l'IGF, tout est exposé et ça ternit très sérieusement l'image du pays. Il est difficile aujourd'hui que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo. Ils auront peur de ternir leurs images. Ils auront peur de venir dans un tel cadre où ils auront peur de venir maintenant se détruire. Et voilà, nous disons, pas très bien réfléchi de la part de l'IGF, même si il est important de traquer les détourneurs. Question de relativiser et avoir une bonne approche de travail afin de protéger prioritairement d'abord l'image du pays. Je crois que c'est cette fois. Et voilà, les ennemis trouvent les prétextes aujourd'hui. Ils vous disent, aujourd'hui, c'est les détournements. Hier, comme si hier, il n'y a pas eu de détournement. Monsieur le Président de la République, vous avez promis d'ouvrir le placard. Nous attendons ouvrir le placard. Parce que là, vous savez, les prétextes commencent à être trouvés. On vous dit, votre régime, c'est des corruptions et des détournements. En tout cas, merci. Là, c'est Néhémie Moulania qui a répondu au président de la République. L'autre question, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui adopte une résolution dans l'unanimité, autorisant cette fois-là la MONUSCO de pouvoir mettre à la disposition, en tout cas de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, la République démocratique du Congo, son matériel, sinon sa logistique. Voilà, aujourd'hui, on commence avec des chantages. Parce que nous avons voulu, et nous voulons jusqu'ici pour que la MONUSCO parte. Tout ce que ces puissants, surtout l'ONU, fait à ce jour, c'est faire comprendre à la République démocratique du Congo que si la MONUSCO part absolument et totalement, vous-même, vous ne serez pas à mesure de gérer votre pays face à cette question. Et donc, il faut que la MONUSCO vous appuie, la logistique. Mais ça m'étonne que la mission de la communauté de développement de l'Afrique centrale en RDC vienne sans logistique. Parce que nous pensions qu'avec ces militaires, ensemble, bien entendu, avec les FARDC, on aurait une bonne force, une bonne organisation. Mais je me rends compte que cette mission aussi manque la logistique. Et voilà, les Nations Unies demandent à la MONUSCO de mettre à la disposition de cette mission sa logistique. Espérons que l'appel sera entendu et qu'ils seront à mesure de mettre à la disposition. Voilà. Parce que je parlais que nous avons des problèmes comme ça, mais ici, c'est la distraction. Cela nous pousse à aborder la question de l'UDPS. Même le président de la République est intervenu hier. Non, monsieur le président, moi, je n'ai pas été d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire comme ça. Hier, si le Sphinx pouvait laisser la démocratie s'exprimer, c'est parce qu'on n'avait pas un pouvoir de gestion de l'État comme vous l'avez aujourd'hui. Vous êtes président de la République. Vous conduisez à la destinée du pays. Votre parti politique, c'est l'UDPS. Lorsqu'il y a des dysfonctionnements, il est mieux que vous puissiez taper sur la table, imposer la ligne. Regardez ce qui s'est passé alors dernièrement. Dans cette distraction liée qu'on conjugue les énergies pour pousser aux dirigeants, aux militaires de faire bien le travail à l'Est. Et voilà, le parti est dans la distraction aujourd'hui, affiche une très mauvaise image, la plus mauvaise image que nous avions vue hier au Palais du Peuple. C'est honteux au Palais du Peuple. On a cassé des vitres entre les combattants. Nous avions vu hier la scène, tout le monde l'a vu. D'ailleurs, vous êtes en train de suivre à travers la vidéo. Mais c'est insupportable. Le secrétaire général de votre parti politique se déplace humblement pour appuyer les différents candidats. Et voilà, d'autres plans ont été montés
pour le faire humilier de cette façon. On l'a humilié. Au moins, il savait ce qui allait arriver. Suivons d'abord Augustin Kabouya, parce que un jour avant d'aller maintenant déposer les candidatures de ses membres pour le bureau définitif du Sénat, il avait annoncé, il avait craint que les ennemis du pays, les ennemis du peuple, risquent maintenant de trouver une ouverture à travers nos querelles internes de nous déstabiliser. Suivons Augustin Kabouya. Soyons prudents. L'adversaire va jouer sur nos divergences. L'adversaire va jouer sur nos divergences. Si vous ne vous rendez pas compte de la gravité de cette affaire, vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Tout le monde a les yeux braqués sur le Sénat. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas eu d'engouement. Hier, peut-être il n'y a pas eu d'engouement pour les dépôts. Mais aujourd'hui, vous-même, vous allez voir. Les adversaires risquent de créer même les incidents. Parce que tout le monde regarde l'IDPS. Qu'est-ce que l'IDPS va décider? Qu'est-ce que l'IDPS pense? Et dont le président de la République. Et donc, nous pensons que l'UDPS doit, en tout cas, penser à une bonne organisation et nous éviter ce spectacle qui n'honore pas le parti au pouvoir. Et cela ne peut bien passer que par une orientation claire du chef de l'État, parce que le discours que nous attendons de certains cadres de l'UDPS, cadres ou pas, mais moins, en tout cas, n'achante pas, ne donne pas une très bonne image. Alors, merci. Le dernier point, c'est en rapport avec la décision de suspension du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, M. Liaou, contre le secrétaire général du numérique, avec raison manquement grave. Lui, le monsieur, le secrétaire général, aurait affecté des primes vers des personnes non concernées et non revêtues de la qualité des personnes qui devraient bénéficier maintenant de ces primes. Il aurait affecté ces fonds vers ses connaissances personnelles, sa famille et ses gens, ainsi de suite. On lui dit, mais ce n'est pas possible. Il y a des gens qui travaillent pour bénéficier de cela. Mais vous avez l'argent, mais vous désorientez cet argent et vous faites n'importe quoi. Et voilà pourquoi il a pris cette décision de le suspendre. Est-ce que la suspension est définitive, est temporaire, provisoire? Alors, je crois que prochainement, nous serons aussi fixés. En tout cas, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons insisté sur un fait, le déploiement des familles rwandaises sur le sol congolais par le Rwanda dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Les convois sont organisés avec des véhicules de marque Fisso et dans plusieurs villages, ils sont allés s'installer, bien entendu, dans des villages. Et d'ailleurs, les gens n'ont plus la force, même si ils étaient là. Des villages où beaucoup ont quitté, ont fui des guerres. Et voilà, dans cette politique de déportation, on vient installer les non-congolais sur les terres congolaises. Que devons-nous faire? Que devons-nous réellement faire? Nous avons fait notre part. Notre part, c'est d'informer et nous avons informé. Notre part, c'est d'alerter, nous avons alerté. Notre part, c'est d'anticiper ce qui allait arriver et nous les faisons de temps en temps et vous allez vous rendre compte que des choses que nous avions dites il y a longtemps, à chaque fois, nous avons une certaine longueur d'avance dans la compréhension des faits. Nous dégageons des idées qui vont dans un mois, dans une année et quand ça va arriver, je crois que vous savez nous donner raison que nous avions dit dans le passé. En tout cas, merci. Merci. Et nous devons nous réjouir parce que le président de la République est rentré en bonne santé, qu'il fasse le travail pour le pays. Monsieur le Président, la question de choix des acteurs pose des problèmes. Même si vous parlez du gouvernement, c'est à peine oui, mais c'est à peine qu'on pose les actes.
Dans le gouvernement actuel, on peut citer à peine 1 ou 2 ministres, tout le reste, il n'y a pas bonne production. Et je ne vois pas comment, dans 100 jours, on aura un bon résultat d'une telle équipe. C'est à chaque Congolais de pouvoir apprécier. Mais nous sommes en train de voir l'évolution des questions. Et quand nous regardons comment les choses évoluent aujourd'hui, on ne sait pas avoir l'espoir en toute réalité. Nous ne savons pas avoir l'espoir. Dans ces conditions, en tout cas, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Le choix des animateurs, le choix des acteurs, le choix pose problème. J'ai suivi quelqu'un dire si M. Tshisekedi veut réussir ou veut échouer, c'est lui-même parce que les acteurs en question, c'est lui qui les choisit. Regardez maintenant celui de la justice. On aurait l'impression comme si il se serait de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. Si on avait au moins les membres de l'UDPS qui feraient le travail comme lui, je crois que beaucoup de choses changeraient. Du côté du parti, on observe encore. On observe encore. Le choix des animateurs pose problème. En tout cas, merci. Au revoir. Et à la prochaine, tout en vous priant, comme toujours, de ne jamais aller ailleurs. Restez ici, votre communauté. Merci.